Salut Sophie Salut Florian. et bonjour à tous, bonjour à toutes et aujourd'hui on va parler de femmes en Inde qui sauvent des oiseaux dans une aventure extraordinaire. C'est le programme, en tout cas le demi-programme du Courrier de la Sterne d'aujourd'hui. Comment ça va Sophie ? Eh ben très bien, un début d'année qui commence bien. Il fait chaud ici. Je sais pas si c'est pareil de ton côté. Les jours se rallongent de notre Déjà côté et les pigeons ramiers commencent à faire leur nid. Alors, on ne sait pas ce que donnera le nid au résultat, mais Trois j'ai brindilles. vu des oiseaux ramasser des branches. Donc, écoute, on verra. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. C'est que la nidification a commencé pour certains oiseaux. Voilà. Eh ben, c'est bien. Donc voilà, on arrive progressivement vers le printemps, mine de rien. Mhm. Et toi, bah justement, en ce moment, se déroule à l'autre bout du monde la nidification du Strigops kakapo. On va reparler du kakapo, Sophie, du coup ? Un petit peu, mais alors pas exactement du kakapo. Enfin, je vous laisse la surprise pour tout à l'heure, évidemment. Mais on va Mhm. effectivement parler du kakapo lui-même. Et aussi de ses ancêtres. Et moi, je vais parler du coup de ces femmes qui s'organisent en Inde pour sauver un marabout. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir dans la seconde partie de l'émission. Sophie, on va démarrer cette rétro et je vais la démarrer avec quelque chose d'absolument extraordinaire qui nous vient de Russie. Alors, extraordinaire et assez flippant, il faut le dire, puisque selon un article du Courrier international, repris de l'allemand, l'entreprise russe Neri, qui est spécialisée dans les interfaces cerveau-machine, aurait présenté lors de sa conférence annuelle organisée fin 2025 des biodrones. Qu'est-ce que ça veut biodrones. dire ? Ça veut dire des oiseaux contrôlés par les hommes et contrôlés par une puce implémentée dans le cerveau. Sérieusement ? Alors, sérieusement, c'est donc un stimulateur qui envoie des impulsions qui influencent la direction du vol. Mhm. Ça a été testé chez des pigeons qui sont reconnus pour leur excellent sens de l'orientation, mais ce serait aussi en projet sur d'autres oiseaux. On parle de corbeaux, on parle de goélands, on parle même d'albatros, qui permettraient justement d'agir comme des drones auxquels on mettrait une petite caméra de surveillance. Alors, à quoi pourraient servir ces oiseaux ? On se le demande, Sophie. Eh bien, tout d'abord, des utilisations possibles dans l'agriculture ou dans la logistique. Mais il faut savoir que l'entreprise Neri, bien qu'entreprise privée, bénéficie de financements provenant d'un fonds d'État russe. Et donc, se pose la question de savoir si ces oiseaux pourraient être utilisés à des fins militaires, par exemple. Et j'avoue que c'est extrêmement flippant de lire ça. Je ne sais pas toi, mais voilà, c'est en tout cas reporté par le Courrier international. Et tu te rappelles peut-être de l'épisode Birds Aren't Real qu'on avait fait il y a fort oui. longtemps ? Oui. Et c'est peut-être la matérialisation de tout ça. Oh mon dieu, j'espère pas. Bah, tu te rends compte la quantité de problèmes éthiques que ça pose, ce genre de truc ? Mon dieu. Ah ouais, alors, ce qui est assez intéressant dans l'article qui a été traduit donc par le Courrier international, je suppose, de l'allemand, c'est que on précise bien que c'est l'oiseau qui désire lui-même se déplacer dans la direction souhaitée. Ce qui est assez original quand on parle d'implants neuronaux. Et la fondation a assuré qu'aucun animal n'avait été maltraité, qu'aucun animal ne serait maltraité dans l'objectif de ces opérations. Alors, on est pour l'instant sur des phases de test. Maintenant, apparemment, il y aurait un test grandeur nature qui se préparerait. On verra bien évidemment où cela va nous mener, mais ça questionne quand même l'utilisation des animaux et en particulier des oiseaux ici par les humains pour des opérations militaires. On revient aux années 70, Sophie, Oui, avec cette fois-ci une technologie beaucoup plus avancée. Oui, mais c'est des cyborgs en fait, ils sont partis sur du cyborg, tout simplement.
non? Mhm. Ah bah, c'est Mhm. génial. On avait quoi? On avait les mammifères marins, il me semble, qui avaient été pris pour Qui cible à était une équipé de période. caméras. Voilà. Qui était équipé de caméras, oui, je crois que c'était un narval ou quelque chose comme ça qui Alors il y avait un se balade beluga, il y avait des dans dauphins un qui sont toujours... beluga, Oui, un il y a des dauphins qui beluga, sont toujours entraînés exact. comme ça par l'armée américaine. Dauphin aussi. Et il y a aussi tout ce qui est... alors je cherche le nom français pour seals. Ce sont des... Les otaries, les phoques, Oui, les otaries. Effectivement. Voilà. Donc ça, les trois là ont été confirmés en tant que essais militaires en quelque sorte pour aller soit désamorcer des bombes, soit en poser. Donc voilà, c'est génial. Alors c'est pas nouveau, hein, l'utilisation de l'oiseau pour des fins d'espionnage ou à des fins militaires. On parlait Ah des non. années 70. Dans les années 2010, on a des reports notamment de certaines organisations terroristes au Moyen-Orient qui auraient utilisé effectivement des oiseaux qui portaient des ceintures d'explosifs pour justement des opérations kamikazes. Donc voilà, c'est pas une nouveauté qu'on utilise l'oiseau à des fins militaires, mais là on a quand même franchi un cap assez alarmant quand même. Oui. Eh ben on commence bien ce courrier de la Sterne. Mais oui, on commence bien. Mon Dieu. Eh ben. Alors Sophie, qu'as-tu toi à raconter de beau? Attends, je me remets déjà de ta première news. Alors, moi, on va partir sur une news un peu plus sympa, j'ai envie de dire. Voilà. Eh ben, je suis preneur. Oui. Alors, on part du côté de l'île de la Réunion. Et on en avait parlé brièvement dans le courrier de la Sterne, il me semble. Mais est-ce que tu te souviens du paille en queue? Ah oui, le fameux paille en queue, oui. Oui, alors le paille en queue... phaéton, même. Le phaéton, effectivement. Il y a plusieurs espèces de phaétons. Il y en a une espèce qui est très commune donc à la Réunion et qui niche sur l'île de la Réunion, qui est donc le phaéton à brun jaune, il me semble. Et par contre, on a son penchant à brun rouge qui lui ne niche pas sur l'île de la Réunion, ou tout du moins ne nichait pas jusqu'à l'année dernière, parce qu'il semblerait qu'en 2025, on a eu la première reproduction de ce phaéton sur l'île de la Réunion. Première reproduction dans la nature, confirmée. Il y avait eu plusieurs essais auparavant, à partir des années 2010, il me semble, mais qui n'avaient pas réussi. Soit les poussins étaient morts, soit il avait fallu les emmener au centre de sauvegarde le plus proche parce que ça se passait pas bien. Mais là, cette fois-ci, ce paille en queue a réussi à élever ses poussins tout seul sur l'île de la Réunion, et donc c'est la première reproduction de cette espèce sur l'île de la Réunion, du moins observée par l'homme. Eh ben super. Alors j'ai quand même des news plus sympathiques, mine de rien Sophie. Parce que j'ai une personne qui m'a ramené une lettre mensuelle. Alors aujourd'hui on dirait une newsletter, une infolettre, hein, vous en avez plein, notamment de la part de la LPO si vous êtes abonné. Et bien justement, parlant de la LPO, sache que cette lettre mensuelle est d'Alain Bougrain-Dubourg. Et elle date de février 94. Elle s'appelle Le Petit Canard. Alors elle fait une petite dizaine de pages et elle racontait plein d'informations sur les oiseaux, avec un petit édito évidemment d'Alain Bougrain-Dubourg, quelques informations supplémentaires, et puis on avait même des petits quiz, voilà, des petits jeux. Sophie, on va voir si tu es douée pour répondre à mes questions. Il faut retrouver l'intrus. Alors l'intrus se cache entre le chouca des tours, le bruant jaune, la corneille mantelée, le corbeau-freux, le crabe à bec jaune. Est-ce que j'ai besoin de continuer, le bruyant, hein, on est d'accord. Félicitations. Évidemment. Alors ce qui est très intéressant dans cette newsletter, et c'est pour ça que j'en parle aussi, outre le caractère exceptionnel du document qui m'a été remis, c'est qu'apparemment on aurait des hirondelles qui auraient niché au palais de l'Élysée dans les années 90. Oh. Et lorsque j'ai cherché cette information sur internet, eh bien je n'ai trouvé aucune info mentionnant cette nidification. Alors tu sais ce qui m'a pris, Sophie, eh bien j'ai envoyé un mail au palais de l'Élysée pour savoir si on avait effectivement eu une nidification de l'hirondelle, et malheureusement je n'ai pas eu de réponse. Donc suite au prochain épisode peut-être. Alors. Mais voilà, il y a plein de petites informations dans cette petite newsletter, dans cette petite infolettre, dans cette petite lettre mensuelle qui était réalisée
avec le concours de la Ligue de protection des oiseaux, bien sûr. J'essaierai de vous en faire une petite photo, histoire de vous montrer tout ça sur le Twitter, éventuellement, du Courrier de la Sterne, pour que le Twitter serve à quelque chose, finalement, de cette émission. Et sinon, je pense que vous pourrez retrouver aussi quelques images sur Internet. Du petit canard, le petit canard, pour être précis. Voilà. Et ben c'est top, ça. Alors moi de mon côté, est-ce que tu savais que finalement les rapaces, eh ben ils mangeaient pas que de la viande. Alors, il me semble que j'avais vu passer cette info, mais dis-nous Voilà. en plus. Alors, on part du côté des US et on va aller chercher un oiseau qui s'appelle la buse à épaulettes. Alors la buse à épaulettes, c'est une petite buse, hein, c'est plus petit que la buse variable. C'est très mignon d'ailleurs comme petit oiseau, si vous avez l'occasion d'aller en voir un. Et cette buse à épaulettes, eh ben écoute, on l'a enregistrée plusieurs fois en train de s'attaquer violemment à un avocat. Alors violemment, hein, l'oiseau avait les pupilles dilatées, il était à fond sur l'avocat, quoi, hein, agressif, hein, vraiment. Et alors ça, Les ça a pas avocats été rendent-ils enregistré violents une seule fois. Voilà. Pardon ? Les avocats rendent-ils violents? C'est la question. Ça c'est l'article suivant. En gros, c'est pas. On aurait pu se dire bon, il s'est planté une fois, il a pas bien vu, cet oiseau-là, il était myope peut-être, il est pas très doué, enfin bref. Mais en fait non, l'observation s'est répétée et donc visiblement ça a été enregistré au moins 4 fois. Ah oui. L'année dernière, il me semble, et plusieurs fois auparavant aussi. Et donc il semblerait que la buse à épaulettes mange aussi, de temps en temps, des avocats. Alors ils savent pas exactement pourquoi ni comment, mais pourquoi pas, hein, après tout. Ça peut peut-être aider à faire passer 2-3 trucs, après tout, c'est très huileux, je sais pas. Peut-être qu'il avait un truc de coincé dans le gosier, tu sais pas. Après tout, on sait pas trop. Donc c'est assez intéressant, bon, c'est pas le seul oiseau rapace, visiblement, à se rabattre sur des fruits. Il se demande si c'est peut-être parce que l'animal avait très faim, et que du coup, il était pas en grande forme, et qu'il cherchait à tout prix à se nourrir de quelque chose, et peut-être que l'avocat était là au mauvais moment pour l'avocat. Mais bon, voilà, ils n'ont pas vraiment de conclusion pour le moment, mais il semblerait que, contrairement à ce qu'on croit, les rapaces ne mangent pas que de la viande. De temps en temps, il est possible qu'ils se rabattent sur des trucs un peu plus comme des fruits, de temps en temps. D'accord. Voilà. Eh ben, super anecdote. Est-ce que tu as une dernière anecdote à nous raconter avant de passer au grand sujet de cette émission? Alors moi, je vais juste parler d'un visionnage que j'ai fait. Celui de Citizen Kane. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ce film d'Orson Welles, Sophie. Il est connu, oui, celui-là. Oui. Voilà. Et est-ce que tu te rappelles de la scène où il y a un cacatoès qui te fait peur? Est-ce que tu te souviens de ce passage? Ça fait longtemps, attends. C'est vers la fin du film. Alors... Non, ça fait trop longtemps. Quand le majordome explique justement le plan au journaliste qui est venu enquêter sur Kane, dans sa grande villa. Et on a une espèce de transition avec un cacatoès qui crie comme c'est pas permis, avec une vision de l'enfer, étant donné que l'œil de l'oiseau est en plus transparent. Donc on a l'impression que l'oiseau est un mort-vivant. C'est absolument terrifiant à voir. Bien, cette scène, ça y est, tu t'en rappelles? Oui. C'est vrai. Et voilà, et bien cette scène, elle a été placée là par Orson Welles pour réveiller le spectateur. Bah dis donc, il pensait qu'il allait s'endormir au cours du film, c'était ça. Et il pensait effectivement que la fin était peut-être un peu trop attendue et que ça allait finalement être de conjecture en conjecture. Et donc il s'est décidé de placer un cacatoès œil jaune à 10 minutes de la fin pour réveiller l'audience. Bien voilà. sûr, tel qu'il a tout été. Le monde fait ça, évidemment. Donc voilà, j'avoue que quand j'ai visionné le film et que passé 22h30 j'ai vu cette scène, j'ai un peu sursauté. Parce que c'est vraiment, c'est d'une violence sans précédent. Bref, mais sinon Citizen Kane, très très bon film, même si j'ai préféré la demoiselle de Pékin, non j'ai oublié son nom, mince. Je sais plus. Bref, en tout cas,
La dame de Shanghai, voilà, je cherchais. Demoiselle voilà. de Pékin. C'est pas- Ouais, excusez. c'est pas mal. Non, On mais fait ce qu'on c'est peut. mignon. On fait ce qu'on peut. Bon bah ceci ferme la très longue rétro que Oui. nous avons eue aujourd'hui. On part directement en Nouvelle-Zélande à la recherche du kakapo ou de son ancêtre. Alors, Eh ben, le kakapo, l'ancêtre Kakapo. du kakapo, Mhm. qu'est-ce qui nous apprend, ce bon vieil ancêtre du kakapo? Bah pour commencer, on va déjà regarder un petit peu ce qui se passe du côté du kakapo. Donc je pense que tout le monde sait ce qu'est un kakapo. Après tout, c'est quand même un oiseau qui est très très particulier. On le connaît bien parce qu'il y a eu des programmes de conservation qui vont aider, alors qui aident toujours actuellement, hein, parce que l'oiseau n'est pas tiré d'affaire, donc qui aident à faire en sorte que l'espèce ne s'éteigne pas totalement. Donc le kakapo, c'est un perroquet, pour ceux qui ne savent pas, qui habite en Nouvelle-Zélande, et c'est un perroquet qui a la particularité de ne pas voler. On veut dire qu'il a perdu, il n'a pas perdu l'usage de ses ailes, mais en tout cas, il est trop lourd et les ailes sont trop petites pour arriver à le porter, donc en fait, il se déplace principalement à l'aide de ses pattes et de son bec, parce que les perroquets sont très adeptes au déplacement avec le bec aussi, si vous les voyez, notamment en captivité, ils se baladent pas mal avec ces trois outils, les deux pattes et le bec. Donc c'est comme ça que le kakapo se déplace, et c'est quand même un gros oiseau le kakapo, parce qu'on est sur un animal qui fait entre 3 et 4 kilos. Donc ça fait à peu près le poids d'un chat, en gros. Donc on est quand même sur une bonne bête, hein, mine de rien. 4,5 kg même apparemment d'après Pour les plus gros, ouais. certaines personnes. On a eu un épisode sur le kakapo, un des tout premiers, on vous invite à aller le regarder si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur le kakapo en lui-même. Exactement. Alors, le kakapo et les autres perroquets qui habitent la Nouvelle-Zélande sont plus ou moins reliés, hein, c'est plus ou moins une grande famille. Vous connaissez peut-être le kea, qui lui n'a pas perdu la capacité de voler, et qui a un bec assez particulier, parce que très recourbé, et aussi qui est particulièrement, j'ai envie de dire... Pénible. J'allais dire Curieux. plutôt, curieux, joueur, j'avais envie de dire. Parce que Joueur, c'est pas mal, ouais. parce que c'est quand même un animal qui a tendance à faire des farces. Et il y a beaucoup de vidéos sur ce sujet sur Internet. Si vous ne le connaissez pas, le kea, ça s'écrit K-E accent aigu A. Et il y a beaucoup de vidéos sur ce qu'il est capable de faire, donc il y a plein de choses assez impressionnantes. On n'a jamais évoqué l'oiseau dans le courrier de la On Sterne, l'a jamais Sophie. c'est Et vrai. pourtant, Oh mince. je te jure, mais qu'est-ce que cet Dieu, oiseau mériterait qu'on lui dédie une émission de 2 heures. Oh mon Dieu, oui. Tellement il y a de choses à dire. Vraiment. Mais c'est incroyable. C'est mieux qu'un kakatoès, un kea, on est d'accord. Ah, c'est... Si les cacatoès, c'est S-tier, les kea, c'est S-tier. C'est... Ah, oui, c'est, non, voilà, c'est le super extra spécial. Non, bon, c'est... après, Le kea, faut c'est pas être quelque une voiture, chose. par contre. Voilà, par exemple. Il me semblait que tu avais une news comme ça à un moment. Enfin bref. Donc le kea, le kakapo, tout ça, c'est plus ou moins relié. Ça fait partie d'un groupe de perroquets, donc ils sont séparés du reste de la lignée des perroquets au tout début du groupe des perroquets. Donc on est vraiment à la base de ce groupe-là normalement. Et à la base de ce groupe-là, on va trouver leurs ancêtres, donc qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande au tout début. Et parmi ces ancêtres, on a trouvé un perroquet. Mais alors un perroquet comme t'en as jamais vu. Ce perroquet-là, il s'appelle Heracles inexpectatus. Et alors, Heracles inexpectatus, comme son nom l'indique, je pense qu'ils n'auraient pas pu mieux trouver, c'est un perroquet gigantesque. De la taille d'Hercule, effectivement. Et inexpectatus, parce que, voilà, on ne l'espérait pas. Clairement. Et alors, Heracles inexpectatus, faut imaginer un perroquet de la taille d'un enfant. Alors, je vous dis Alors, ça. un enfant de quel âge? Alors, le perroquet, il fait à peu près 90 cm de haut. Ah oui. Et oui. Ça me donne une idée de la taille de la bestiole, donc ça vous arrive à peu près à la hanche. C'est un vélociraptor, en fait, ce n'est pas un perroquet. Vous imaginez que ça vous arrive un peu en dessous de la hanche, si il existait encore aujourd'hui et s'il se mettait debout.
C'est un perroquet qui ne vole pas, tout comme le kakapo, visiblement. Un perroquet qui aurait dû plus ou moins peser autour des 7 kilos, en faisant donc le perroquet le plus lourd jamais enregistré sur Terre, du moins à ce qu'on connaît au niveau fossile. Et surtout le plus gros perroquet jamais enregistré sur le sol terrestre. Et c'est un animal qui vivait il y a à peu près 20 millions d'années en Nouvelle-Zélande. Et donc c'est pas le premier oiseau gigantesque de Nouvelle-Zélande, parce que tu te souviens peut-être de cet épisode qu'on a fait sur les moas. Les moas qui sont donc des oiseaux géants qui habitaient en Nouvelle-Zélande jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, jusqu'à l'arrivée des hommes en fait. En Nouvelle-Zélande. Tiens donc. Et qui après étonnamment ont disparu. Étrange. Coïncidence. Je ne crois pas. Donc à peu près les années 1400, après on n'en a plus vu. C'est à peu près à cette date aussi que d'ailleurs leur prédateur principal, qui était aussi un oiseau géant, un aigle géant pour le coup, s'est éteint à la même période, donc suite à l'arrivée des humains. L'aigle de Hast, non? Exactement. Qui s'est éteint à peu près à la même période. H2AST. Voilà. Okay. C'est vrai qu'on en avait parlé aussi, du coup, quand on avait parlé des moas. Alors, il y a beaucoup d'oiseaux comme ça qui sont absolument gigantesques en Nouvelle-Zélande. C'est un phénomène qu'on retrouve assez régulièrement sur les îles. En fait, c'est du gigantisme insulaire, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que en l'absence de prédateurs sur l'île, les oiseaux, ils prennent leurs aises en quelque sorte. Un peu comme le dodo, qui à une époque sur sa propre île, qui lui avait pris ses aises aussi, qui avait perdu la capacité de voler, après tout, n'ayant pas de prédateurs sur place, et qui avait donc proliféré sur toute l'île, à tel point que, d'après les explorateurs de l'époque, on pouvait marcher sur des dodos un peu partout sans jamais vraiment fouiller le sol. C'était assez incroyable, visiblement, les premières fois qu'ils ont mis les pieds sur cette île-là. Donc j'imagine que, peut-être pour Heraclès inexpectatus, il devait y en avoir certainement pas mal à l'époque, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Pour le coup, on ne pense pas que ça ait un lien avec l'arrivée de l'homme, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres ossements plus proches de l'arrivée de l'homme. Donc on suppose qu'il a disparu avant, on ne sait pas pourquoi, par contre. Ok. Voilà. Alors cet oiseau est donc relié au kea et au kakapo. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'ils se sont posé la question de son régime alimentaire. Alors tu peux te dire, un gros oiseau comme ça, qu'est-ce que ça mange ? Alors sur l'île, on a plein d'espèces de plantes qui font des gros fruits. Donc on a supposé que c'était la raison du gros perroquet. Pour ouvrir les gros fruits, faut un gros bec. Logique. Mais bon, ça fait quand même un sacré gros bec comparé à la taille des fruits, même s'ils sont assez gros, on n'a pas besoin d'un bec aussi gros, donc ils se sont dit peut-être qu'en fait, il était un peu comme le kea. Parce que le kea, il a une particularité aujourd'hui. Le kea, il est aussi mangeur de viande de temps en temps. C'est ça que ça... Et oui, ça on le sait pas, on se dit, c'est un perroquet, ça mange des fruits, ça mange des graines, enfin, voilà quoi. Eh ben non. C'est un épisode où on inverse les régimes alimentaires des oiseaux. Exactement. C'est un épisode qui vous apprend des trucs, vous avez vu. Et du coup, le kea, de temps en temps, il ne rechigne pas à aller manger de la viande. En l'occurrence, il va se servir dans les nids d'autres oiseaux. Alors à la fois des œufs, mais aussi des poussins vivants qu'il grappille comme ça. Et puis des fois, s'il peut choper un petit bout de mouton, parce que maintenant, avec l'arrivée des humains, il y a des moutons sur l'île. S'il peut se choper un petit cuisseau de mouton, il n'hésite pas. Il y va aussi. Donc on se dit que un perroquet de la taille d'Heraclès inexpectatus, peut-être que lui aussi de temps en temps il croquait un autre petit oiseau. Parce qu'après tout, pourquoi se priver ? Pourquoi pas, ouais. Ah oui, ça fait des protéines, et puis on sait que chez certaines espèces d'oiseaux, les protéines c'est quand même bien pratique, notamment pour l'élevage des jeunes. Après, quitte à changer de régime alimentaire après quand l'animal est adulte, mais au moins lors de la croissance des petits, souvent la protéine est nécessaire pour aider à cette croissance qui est, ma foi, très rapide chez les oiseaux. Donc ce serait pas étonnant, chez ce gros perroquet, d'avoir besoin de protéines à un certain moment de son cycle de vie, en tous les cas. Donc voilà, ce serait pas étonnant. Donc voilà. Heraclès inexpectatus. Alors, la découverte de cet oiseau aussi, c'est quelque chose d'assez incroyable, parce qu'en fait, au début, on s'est planté. Et c'est là que c'est assez marrant. C'est qu'en fait, ces ossements ont été collectés, mais il y a très longtemps. Sauf que personne ne les a étudiés jusque-là. Ils ont été posés sur une étagère, et puis on s'est dit, voilà,
ils vont être là, ils vont être bien. Et puis on pensait que c'était autre chose en fait, on se disait bah ça appartient certainement à un des autres oiseaux gigantesques de l'île. Ouais, au choix, il y a plein d'espèces hein, d'oiseaux gigantesques en Nouvelle-Zélande, enfin qui ont existé en Nouvelle-Zélande, hein, c'est pas étonnant, il y a plein de trucs. On a à peu près une quarantaine d'espèces qui ont été découvertes, alors du gisement d'où provient l'animal, qui s'appelle le Saint-Batans. C'est un gisement très très fossilifère et du coup qui a produit à peu près une quarantaine d'espèces qu'on ne connaissait pas d'oiseaux de Nouvelle-Zélande. Alors on a un peu de tout, on a du canard, on a du coup de l'aigle, on a du passereau, on a de tout. On a même des crocodiles et des tortues et quelques petits mammifères aussi pour compléter tout ça. Et surtout donc on avait ces gros ossements de perroquets qu'on avait attribués à l'époque à d'autres gros oiseaux qui existaient sur place, alors du moa ou n'importe quoi, hein, après tout, pourquoi pas. Et c'est en 2008 que finalement on s'est intéressé à ce qu'il y avait sur ces étagères, on s'est dit bah au fait, ces os-là, bah ils correspondent pas, je vais nettoyer la poussière. Oh mon dieu oh mon dieu qu'est-ce qu'il fait là? Et donc, en 2008, ils se sont intéressés à ça, ils se sont dit, mais ça correspond pas du tout, mais c'est pas du tout un aigle ou un moa, c'est pas ça du tout, c'est complètement autre chose. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était très très proche des ossements des kakapos actuels, et qu'en fait c'était un perroquet. Mais un perroquet gigantesque, qu'on n'avait pas vu venir du coup. Voilà. Ouais. Donc voilà l'histoire de cet animal absolument gigantesque. Donc voilà, juste pour vous imaginer quand même le perroquet de la taille qui vous arrive à la hanche en tout cas, ça vous fait quand même une sacrée bestiole. Hein. Moi j'avoue que j'aimerais pas avoir ça dans mon salon, très honnêtement. Ça déjà que l'Ikea c'est l'enfer. Déjà oui, imaginez le truc en plus de la famille d'Ikea quoi. Vous imaginez non seulement la bestiole est énorme, mais en plus si elle a l'intelligence d'Ikea et surtout c'est son habitude de faire des farces, eh ben on n'est pas sorti. Bon, pour vous en parler un petit peu plus concrètement d'Ikea, c'est un oiseau qui aime beaucoup les voitures. Genre beaucoup les antennes de voiture, beaucoup les joints de voiture, beaucoup les rétroviseurs de voiture. Donc maintenant, imaginez ça avec un oiseau qui fait quoi 4 fois la taille du Kea ? Peut-être pas quand même, mais pas loin. Bah, ça dépend donc, si tu prends en poids, parce que le Kea pèse pas énorme, il pèse pas beaucoup. Ah oui, non, je parle au niveau de la taille, ouais. Je parle au niveau de la taille. Si tu prends de la taille, oui, bon, ça fait 3 fois peut-être. Ouais, 3, 4, ouais, donc, je suis quand même. Il retire le pare-choc, le capot. Il détruit. Il faut imaginer la scène du T-Rex avec la voiture dans Jurassic Park, en fait, qui ouvre la voiture, là, tu sais, un peu comme une boîte de conserve, tu vois. Ah oui, je vois. Voilà. Voilà, incroyable. Alors juste une question, Sophie, tu parlais d'un site fossilifère très important. Est-ce que, alors, tu disais qu'il n'y avait pas de réflexion autour de l'extinction de ce perroquet gigantesque. Mais est-ce qu'on a justement des idées de pourquoi ce site était aussi important justement en termes d'ossements ? Est-ce que par exemple il y avait du volcanisme ? Est-ce que on était sur un marais, sur une tourbière, ce genre d'endroit qui permettait justement la conservation plus facile de fossiles ? Alors je sais pas exactement, mais à mon avis un volcan c'est très peu probable parce que de toute façon ça détruit tout. Par contre une tourbière ou un marais, oui c'est tout à fait possible. À mon avis on est effectivement dans ce type d'environnement si on veut préserver aussi bien autant d'espèces différentes. Eh ben merci pour nous avoir parlé donc d'Héraclès. On part en Inde désormais et on va parler d'Argila. On va voir quels sont ces oiseaux et on va voir qui les sauve. C'est dans cette deuxième partie. Sophie, on part en Inde à la découverte donc du marabout Argala. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un marabout, parce que je crois que c'est la toute première fois que l'on parle de l'oiseau dans le courrier de la Sterne, eh ben, le marabout, c'est un oiseau qui ressemble à une cigogne, mais dont le cou est déplumé comme les vautours. Pour vous donner une petite idée
de à quoi peut ressembler l'oiseau. C'est pour ça d'ailleurs que le nom de l'oiseau en anglais c'est stork, donc cigogne. Mhm. Et déplumés comme les vautours, ça s'explique par leur régime alimentaire parce que ce sont des oiseaux qui sont charognards. Et dans la langue andienne, eh bien, on nomme argila ces oiseaux ou mangeurs d'eau, faisant évidemment référence au fait qu'ils sont charognards, et ce sont des oiseaux qui sont extrêmement importants pour le maintien de l'écosystème des forêts humides. C'est un oiseau alors qui est beaucoup plus grand qu'Héraclès, qui fait entre 1,20 m et 1,50 m de haut, que l'on trouve au Népal, que l'on trouve en Inde, au Vietnam et au Cambodge, avec une population considérée nicheuse en Inde et au Cambodge, et autrefois très répandue en Asie. L'oiseau a malheureusement vu son aire de répartition diminuer, puisque les gens n'hésitent pas à couper les arbres où sont présents les oiseaux, puisque ces oiseaux sont souvent associés à la saleté, que ce soit par les fientes qu'ils peuvent émettre des arbres desquels ils nichent, parce qu'ils nichent dans la canopée des arbres, ou l'odeur qu'ils peuvent dégager. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a tendance à couper les arbres pour éviter que ces oiseaux s'installent ici. Ce qui fait malheureusement que l'oiseau est aujourd'hui considéré par l'Union internationale pour la conservation de la nature en quasiment menacé. Et justement, c'est à la suite de la coupe d'un de ces arbres que, en 2007, la doctorante en biologie Purnima Devi Barman, je ne sais pas du tout si je prononce bien le nom et le prénom, va se prendre d'affection pour ce marabout. Elle revient dans son village, le village de Dadara, situé dans le nord-est de l'Inde, et elle assiste impuissante à la coupe d'un de ses arbres, un kadamba. Et la chute de l'arbre entraîne la chute des oiseaux, et notamment des petits oisillons encore au nid. Parce que je vous ai dit que les oiseaux nichaient dans la canopée, mais en réalité, les oiseaux nichent les uns à côté des autres dans la canopée. Et donc, sur un arbre, on peut avoir plusieurs nids qui se situent les uns à côté des autres. Et donc, certains oiseaux sont tués dans la chute, tandis que d'autres restent vivants. Et pendant des années, les villageois, justement, ont considéré ces marabouts comme des nuisances, des symboles de malchance. Elles étaient craintes, elles étaient maudites, elles étaient chassées pour leur viande, elles étaient utilisées dans la médecine traditionnelle comme par exemple antidote contre le poison. Et Barman, donc pour Mina, va prendre un de ces oisillons tombés du nid, va le serrer contre sa poitrine, entendre son cœur battre, et là, elle va être marquée à vie par ce souvenir. Elle est mère de deux jeunes filles jumelles en bas âge à ce moment-là, et elle s'est dit, je sentais que je devais faire plus que simplement observer ces oiseaux qu'elle étudiait dans le cadre de son doctorat. Ils avaient besoin d'aide. Et à partir de là, dans la continuité de sa thèse, elle commence à arpenter les villages et elle parle aux femmes de sa communauté. Mais elle ne parle pas en tant que scientifique de l'importance de l'oiseau, de l'importance du marabout pour l'écosystème des forêts humides. Elle décide de parler de ce qu'elle a ressenti, elle, en tant que mère, avec l'affect, celui donc de cette mère qui se verrait enlever ses enfants. Et elle décide de parler avec admiration de l'oiseau et des soins parentaux que l'oiseau administre justement à ces jeunes. Et là, elle va commencer à bâtir une communauté de femmes. Plus en plus de femmes vont être membres de ce qu'on appelle l'armée Argila. Et armée, Sophie, c'est le terme, parce que c'est une composition de, aujourd'hui, 20 000 personnes, uniquement des femmes, qui se dédient à sauver cet animal. Et c'est là que l'histoire devient extraordinaire, parce que d'un symbole de mauvais augure, l'oiseau va être associé à un symbole puissant de natalité,
des petits groupes communautaires vont se former, des célébrations traditionnelles vont commencer à avoir lieu avec des femmes qui vont être vêtues de costumes d'oiseaux faits à la main, avec l'énorme bec de l'oiseau qui domine leur tête. On va danser lors de cérémonies, on va associer cet oiseau à des occasions bien plus joyeuses. Et ultimement, l'oiseau va devenir un facteur d'émancipation sociale pour ces femmes. En protégeant les oiseaux, et c'est pour Mina qui le dit, les femmes locales ont trouvé leur propre identité et leurs moyens de subsistance. Et il y a toute une économie qui s'est mise en place autour de la protection de l'oiseau, avec la formation de femmes entre elles, notamment dans la cuisine et notamment dans la couture, mais pas que, parce qu'on a aussi la création d'un magasin de détail, on a aussi la création d'un lac d'eau douce et d'une réserve, et d'un magasin en ligne qui a été mis en place, et tous les fonds sont réservés à ces femmes. Et c'est donc, comme je l'ai dit précédemment, 20 000 femmes de 47 villages qui se réunissent donc pour sauver cet oiseau, et le travail de Pourmina a été reconnu par le Times en 2025. Et les efforts ont porté leurs fruits, puisque de 450 oiseaux en 2007, l'IUCN estime la population d'oiseaux uniquement dans ce secteur à 1800 individus en 2025, ce qui est prodigieux. Alors, il y a encore beaucoup à faire, bien sûr, parce que c'est un territoire miné par la pauvreté, c'est un territoire miné par des enjeux écologiques majeurs. Il y a évidemment la nécessité de conserver les zones humides, mais il y a aussi la nécessité de préserver les sites de nidification des marabouts, et c'est d'autant plus difficile qu'on a des scieries illégales maintenant qui se forment de plus en plus en Inde, et donc il faut réussir à démanteler ces scieries, mais il faut également convaincre les propriétaires terriens, généralement privés, de sauver, de conserver les arbres ou niches, les marabouts. Et puis il y a une sensibilisation du public qui reste extrêmement importante à faire, aussi bien au niveau des femmes que des hommes, mais aussi des personnalités politiques pour lesquelles ces femmes se sont engagées. Voilà pour l'histoire d'Argila, Sophie, dans ce long monologue, mais j'espère que cette histoire t'a plu. Ah, mais c'est une super histoire. Je raffole de ce genre d'histoire, c'est trop bien. Ah non, c'était très bien. Si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo qui a été faite par le Cornell Lab of Ornithology. Elle est en anglais, mais il y a toute une illustration qui vous permettra de comprendre tout ça. Il y a un article de la BBC qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et c'est justement à la suite de la sortie de cet article que j'ai décidé de parler de cette histoire, bien que je la connaissais depuis quelques années. Et si vous voulez en savoir plus, sachez qu'il y a une newsletter qui est tenue par les filles jumelles de Pourmina, justement, Sanskriti et Sampriti, qui s'appelle le Argila Desk. Il en est à sa 4e édition, bientôt la 5e. Il y a 2 éditions par an, et c'est totalement gratuit. On vous fournira évidemment le lien dans la description. Et c'est d'autant plus intéressant que ce n'est pas uniquement dirigé autour de la protection de l'oiseau, mais finalement de l'action des femmes en Inde et au-delà, puisque il y a apparemment une union qui va se former pour sauver le marabout du Cambodge, puisque j'ai dit justement que notre oiseau pouvait être trouvé au Cambodge. Et bien visiblement il y a un projet justement de réunion des forces entre les femmes indiennes et les femmes cambodgiennes pour surveiller cet oiseau. Voilà, c'est fantastique. Ah non, du coup c'est les Avengers, une classe fantastique. Mais c'est pas 20 000 les Avengers. Comment on pourrait je suis sûr qu'avec toutes les déclinaisons à droite à gauche, on va bien arriver à quelque chose comme ça. Il est vrai. Sophie, tu connaissais cette histoire? Est-ce que tu connais des histoires similaires peut-être de personnes qui se sont engagées dans la conservation, peut-être en Afrique? Oui, alors pas forcément avec des oiseaux. Remarque, après c'est surtout des...
comment dire, c'est plus des centres où c'est pas généralement l'action d'une personne seule. Tu sais, c'est souvent des communautés entières ou des centres de sauvegarde qui commencent quelque chose et après c'est repris derrière. C'est souvent ça. Je t'ai dit, des fois, c'est des villages. Et j'ai l'histoire d'un village comme ça, mais après, c'est pas des oiseaux, ce sont des éléphants, donc ça vole pas vraiment. Mais il y a des Il me histoires semble pas comme que ça. Héraclès volait, lui, hein, donc... Non, il volait pas, mais c'était pas un éléphant non plus. Enfin, je pense pas. c'est vrai. Mais du coup, il y a des histoires similaires, mais pas forcément avec des oiseaux. Mais des fois, il arrive, en Afrique en tout cas, qu'il y ait tout un village qui décide de protéger telle ou telle espèce, pour telle ou telle raison d'ailleurs. Hein. Des fois, ça a à voir avec la religion, des fois pas du tout. Mais ça peut arriver, oui. Mais c'est vraiment hyper intéressant d'avoir vraiment ce changement de paradigme en l'espace d'une vingtaine d'années entre un oiseau qui est, on va dire, de mauvais augure et un oiseau qui, par la suite, porte des vertus. Ici, en l'occurrence, des vertus maternelles. C'est absolument prodigieux et c'est une superbe... comment dire c'est une superbe inspiration, je pense, pour pas mal de... Pour pas mal de projets de conservation, peut-être. Mais oui, carrément. Changer l'histoire de l'oiseau et du moins le récit qu'on en fait. C'est difficile, puisque tu disais que ça se faisait dans certains villages. Est-ce que c'est difficile de changer justement, ouais. Okay. Bah oui, c'est difficile parce que là en Afrique du Sud, par exemple, on a un problème avec les chouettes et les hiboux. Enfin, c'est comme... On a un peu comme ce qu'on avait à l'époque... au Moyen-Âge en France, où on clouait les chouettes, par exemple, sur les portes des maisons, parce que même jusqu'à tard, hein. Oui, jusqu'à assez récemment, finalement. C'était un mauvais augure, c'était l'animal du diable, ou de la sorcière, ou je ne sais quoi. Et ici, en Afrique du Sud, on a un peu le même problème, c'est-à-dire que si une chouette ou un hibou se pose sur ta maison... si jamais il ulule 3 fois, tu vas avoir un mort dans ta maison bientôt, en gros. Donc tout le monde essaie de les détruire avant qu'ils se posent sur leur toit. Du coup, c'est un peu embêtant parce qu'ils sont très utiles en fait pour contrôler les populations de rats, de souris et d'autres trucs du même style. Mais petit à petit, avec l'éducation, et c'est quelque chose qui peut se faire via des programmes éducatifs. Alors, il y a tous les endroits comme les zoos, les aquariums et autres qui généralement ont ce genre de programme en place, mais il y a aussi les écoles, évidemment, qui peuvent aider, qui vont mettre en place des programmes éducatifs pour dire, en fait, non, ça marche pas comme ça du tout. Ça, c'est des croyances, c'est des superstitions, et c'est pas la réalité. Et petit à petit, ça marche. Mais il faut du temps, il faut des générations, et ça se fait pas en 2 jours, c'est sûr. Parce qu'après, il y a tout le poids de la famille, des parents à la maison, il y a les choses qui se transmettent de parents à enfants ou de grands-parents à petits-enfants. Et c'est très ancré souvent ce genre de choses dans les cultures. Dernière question, est-ce que justement le fait de venir de la zone géographique est plus simple justement pour faire changer les choses ou au contraire, ouais. Oui, parce que du coup tu parles la même langue en fait. Le problème d'arriver dans les communautés et de leur dire non mais en fait ça c'est pas bien, faut arrêter, faut faire comme ça maintenant. Ils vont te regarder, ils vont dire oui mais tu sors d'où toi en fait. T'es mignon mais ça on a toujours fait comme ça, tu vas pas venir nous dire comment on doit faire les choses. Et c'est normal, tu t'aimes pas que quelqu'un vienne chez toi et te dise comment tu dois ranger ta maison. Non, ça se passera pas comme ça. Donc il vaut mieux que la personne soit du cru, effectivement, pour que ça fonctionne. Sinon c'est compliqué. Ou au moins parle la même langue, parce qu'on a plein de dialectes différents ici aussi. J'imagine que c'est la même chose aussi dans le nord de l'Inde. Je pense sincèrement. Voilà. Oui, ranger la maison ou dans le cadre d'Héraclès, peut-être la déranger, nous ne saurons pas. La défoncer. La défoncer, enlever la porte, les fenêtres et tout. C'est la fin de cet épisode du Courrier de la Sterne, on espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Sophie de m'avoir accompagné pour ce nouvel épisode. On rappelle que si vous avez apprécié cet épisode, eh bien la meilleure chose à faire c'est de le partager sur les différents réseaux, le partager auprès des personnes que vous connaissez qui sont peut-être fondues ou non d'oiseaux. Si vous souhaitez retrouver les différents anciens épisodes, ça se fait aussi sur toutes les plateformes de streaming
Gaming, mais aussi sur YouTube. Et sur YouTube, eh bien, vous avez aussi la possibilité de poser vos questions si jamais vous voulez que l'on revienne sur des points que nous avons évoqués dans cet épisode. Et bien sûr, dans la description, vous retrouverez l'intégralité des sources que nous avons utilisées pour cette émission, car le Courrier de la Sterne est une émission sourcée et c'est très important. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.